Et bienvenue dans notre webinaire Sell & Sign du 7 juillet 2016, entièrement dédié au retour d'expérience d'un projet dont nous sommes particulièrement fiers, la digitalisation et la signature à distance des contrats de la chaîne de salles de sport Proxiform. Alors c'est un grand honneur pour nous d'accueillir aujourd'hui le témoignage de monsieur Jean-Luc Fumet, qui est le PDG de Proxiform et aussi d'Avenir Franchise, qui aide les franchiseurs à développer leur marque. Alors bonjour Jean-Luc, et merci beaucoup de prendre le temps de partager avec nous cette expérience aujourd'hui. Bonjour Alexandre, de rien, merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous. Donc on va commencer immédiatement. Donc pour le moment, seul monsieur Fumet et moi-même avons la parole, car nous sommes assez nombreux aujourd'hui en conférence, et je vous en remercie. Et par contre, vous avez quand même la possibilité à tout moment de poser des questions par l'intermédiaire de l'outil. Donc notamment, si j'ai oublié de partager l'écran, là normalement vous devriez voir le slide, les avantages et bénéfices de la signature électronique en franchise, mais la dernière fois j'avais oublié de le partager, donc surtout interrompez-moi. Vous avez aussi donc la possibilité de poser des questions dans l'outil. Si c'est des questions urgentes, on les prendra tout de suite, on a une équipe qui surveille ça. Sinon, on prendra les autres questions à la fin de la session. Si vous souhaitez prendre la parole, mentionnez-le dans la question. On ne va pas vous tendre le micro si vous ne le demandez pas, mais on le fera avec plaisir si c'est votre souhait, bien sûr. Ça donnera plus d'interactivité. Merci encore d'être parmi nous et entrons ensemble dans la success story de Proxiform. Alors avant ça, je voudrais quand même introduire Kalinda Software, la société que je représente aujourd'hui, dont je suis le fondateur et qui a créé Sell & Sign. C'est une société qui a été fondée en 2007 et nous sommes toujours concentrés sur l'amélioration des performances des processus collaboratifs en entreprise. Alors, nous avons breveté au niveau international une technologie qui permet de tracer automatiquement les échanges de mails avec vos collègues, vos clients, afin de les associer automatiquement à un processus contractuel, par exemple. On compte parmi nos clients aussi bien de très grands comptes, comme Orange, avec 200 000 utilisateurs, Vinci, le groupe SEB, avec chacun plusieurs milliers d'utilisateurs, ou des PME, voire même des TPE qui font signer tous leurs contrats avec Sell & Sign, à distance par mail, en ligne ou sur leur site web, ou bien en face à face sur des tablettes, sur des smartphones, dont bien sûr Proxiform. Donc Sell & Sign, il faut le mentionner, a été développé en partenariat avec DocaPost, qui est une filiale du groupe La Poste et qui confère la valeur juridique de tous les contrats que l'on fait signer avec Sell & Sign. Ce qui permet d'avoir vraiment un tiers de confiance de grande qualité dans toutes les transactions Sell & Sign. Donc ça nous donne accès à tous les labels qu'il faut au niveau français, mais maintenant aussi au niveau européen pour la signature électronique. Alors, avant d'introduire plus en détail l'activité de Monsieur Fumet, je voudrais vous faire part de quelques statistiques que j'ai trouvées sur le net sur le modèle de franchiseur, franchisé, puisque c'est l'activité sur laquelle on se concentre un peu aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment une forte croissance dans les années 2000, autant du nombre de franchiseurs que du nombre de franchisés, et aussi du chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment un modèle qui a le vent en poupe et qui se répand de plus en plus, puisque c'est un modèle qui permet de facilement développer une marque ou une activité sur le territoire en décentralisant beaucoup la puissance de décision et en coordonnant des efforts facilement, sans pour autant demander des ressources immenses. Enfin, je pense que Jean-Luc nous donnera ça plus en détail, mais c'est le sentiment que j'en ai, moi, de l'extérieur. Alors justement, Jean-Luc, je vous donne maintenant la parole pour nous présenter un petit peu votre activité. Donc, il y a d'abord Proxiform. Exactement, donc je suis le PDG de deux sociétés, une qui s'appelle Proxiform, qui est une enseigne de fitness, dont je vais parler tout de suite, et tout de suite après, sur la planche d'après, un cabinet de conseil en franchise où on accompagne un certain nombre de types de clients que je vous présenterai également. Alors, premièrement, l'enseigne de fitness, donc c'est une enseigne qui est récente, elle a 2 ans et demi. On a aujourd'hui 4 clubs d'ouverts et on en a quelques-uns dans les tuyaux. Il y en a un qui ouvre dans 3 semaines, un mois du côté de Rambouillet et un autre qui va ouvrir vers Tarascon à la fin du mois de septembre, début octobre. Et on a d'ici la fin de l'année prochaine une dizaine d'ouvertures d'anticipées un petit peu partout en France. Voilà, c'est un modèle qui est très différent de ce qui existe aujourd'hui puisqu'on a pris le contre-pied du low cost
estimant que le low cost avait une durée de vie limitée et un certain nombre d'inconvénients dans le modèle économique notamment. Voilà. Et donc, on a décidé de faire très autrement. On remet du coaching, on remet de la proximité avec des clients finaux et on a un modèle économique qui, pour les franchisés, est un peu différent et nécessite moins d'apport personnel. Voilà. Voilà pour faire Très bien, ça. merci. Voilà. Et est-ce que vous êtes à la recherche de nouveaux franchisés en permanence? Alors, on recherche en permanence des nouveaux franchisés, puisque le rôle d'un franchiseur, c'est de se développer. Comme vous le disiez sur la planche d'avant, c'est important pour un franchiseur de se développer. Donc, on cherche partout en France des candidats qui ont une appétence pour le fitness et pour l'entrepreneuriat dans ce domaine. Et nous, notre travail sur Proxiform, c'est de l'accompagner à travers nos partenaires financiers, nos partenaires techniques, vers la création de leur entreprise dans ce milieu-là, dans ce type de business. Donc avec Proxiform, vous franchisez les franchisés et vous les accompagnez dans le développement de leur entreprise. Exactement. Avec Proxiform, je suis franchiseur et avec Avenir Franchise, si c'est pour faire le lien. Voilà, c'est pour faire la transition, pour expliquer un peu. Pour faire la transition. Donc c'est un cabinet de conseil qui utilise justement les compétences qu'on a sur le monde de la franchise pour accompagner trois types de clients finalement. Très naturellement, tout en bas, des candidats qui veulent se franchiser, que ce soit dans le fitness ou dans d'autres types d'activités. Je travaille actuellement avec des boulangers, je travaille avec des cavistes, je travaille avec un certain nombre de clients comme ça. On accompagne également les enseignes qui ont des problématiques stratégiques, on est capable de faire des audits ou des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont très intéressantes, des clients très intéressants, c'est des réseaux qui naissent, c'est-à-dire des personnes qui ont des concepts, qui sont succursalistes en général et qui souhaitent le développer en franchise. Et là, on a tout un système de franchisation parce que ça ne se fait pas comme ça, c'est assez complexe. Et j'étais depuis 48 heures, j'étais à Brest pour justement accompagner un client en Bretagne qui passe de succursale à franchise. Voilà. Donc on a tout un système qui accompagne sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ok, excellent. Bon, donc en tout cas, s'il y a des gens qui veulent être franchisés, ils peuvent se tourner vers vous, et s'ils veulent être franchiseurs aussi. Exactement, on est là. Bon. En tout cas, vous en connaissez un rayon côté franchise alors. On essaye. Voilà, c'est un métier compliqué, donc on essaye de faire attention parce qu'il y a des jurisprudences, il y a point de vue juridique, tout ça, ça bouge beaucoup. Notamment la loi El Khomri a des incidences sur la franchise, on en entend parler un petit peu. Ah bon? Oui, la loi El Khomri a des incidences non négligeables sur la franchise, donc on fait attention à tout ça. Ok, justement, donc là, en ce qui concerne la signature électronique, qui est le thème qui nous rassemble aujourd'hui, quelles sont les spécificités alors dans le domaine de la franchise qui rendent la signature électronique intéressante? Alors, le monde de la franchise a cette spécificité que il y a beaucoup de choses qui sont contractualisées. Pourquoi? Parce que le monde de la franchise est un monde qui n'a pas toujours été très sain, qui n'est pas toujours aujourd'hui non plus, ça dépend, il faut faire attention. Et donc, il y a des lois qui sont des lois de fin des années 89, 90, qui ont mis en place des obligations contractuelles du franchiseur pour que le franchisé soit en sécurité, financière notamment. Donc, c'est ce qu'on appelle dans un premier temps le document d'information précontractuelle, le DIP. Ce DIP est obligatoire. C'est un document qui récapitule un petit peu ce qu'est le franchiseur pour que le franchisé il ait la totalité des informations sur la personne à qui il va donner un peu d'argent. Voilà. Donc, il y a marqué 250 pages. Moi, mon DIP fait effectivement 250 pages, enfin 125 pages, mais comme il faut le signer en deux exemplaires, ça fait 250. Et donc, voilà, la signature électronique, pour revenir sur le cœur du sujet, a de l'intérêt puisque ça évite de casser des arbres pour imprimer toutes ces pages-là. Ensuite, on a plusieurs types de contrats successifs dans la franchise. Contrat de réservation de zone, quand on a besoin de garder une zone pour un franchisé le temps qu'il trouve un local ou le temps qu'il trouve ses financements. Et puis, naturellement, le contrat de franchise à la fin, quand on signe le contrat définitif. Ensuite, ce qui est intéressant, voilà. Donc ça, c'est dans la relation entre le franchiseur et le franchisé. Puis le franchisé lui-même, il a des clients finaux qui ont probablement besoin, qui ont besoin de contrats d'abonnement, des mandats CEPA, des contrats de travail, etc., etc. Donc tout ça peut largement être dématérialisé
et peut simplifier le travail des candidats, des franchisés. Voilà, donc une double relation dans le monde de la franchise, franchiseur-franchisé, puis franchisé vers le client final. Ok, merci. Donc on a ce fameux DIP là, dont tous les franchiseurs nous parlent toujours, hein, qui est donc une obligation de bien informer le franchisé avant qu'il devienne franchisé, en fait. C'est pas le contrat, ça se fait avant, quoi. C'est juste pour prouver qu'on lui a bien donné les informations au sujet de dans quoi il s'engageait, finalement, dans quoi il s'embarquait. Tout à fait. Et c'est un document qui est extrêmement fondamental puisque c'est celui en général qui sert quand il y a un contentieux. C'est ce document qu'on va récupérer, d'où la signature électronique à nouveau. C'est ce document qu'on va récupérer pour voir si les informations sont ce qu'on appelle sincères. Et si elles sont sincères au sens juridique, mais au sens financier, au sens qu'on n'a pas caché d'informations intentionnellement. Et donc, du coup, on va rechercher le DIP. Voilà. Ok, excellent. Bon, d'accord. Bah, je sais que parmi nous, il y a aussi des gens du domaine de la franchise, mais il y a aussi des personnes qui sont d'autres secteurs et qui s'intéressent simplement à la signature électronique. Je pense qu'ils pourront facilement transposer tout ce qu'on dit là sur leur propre métier, de toute façon. Tout à fait. Bon, je vais faire une petite introduction sur le fait que de plus en plus, on a besoin de signer à distance. On travaille de plus en plus à distance, le téléphone, Internet, les webinars, là, on est tous là ensemble, alors qu'on est disséminés dans les quatre coins du monde même, puisque je crois qu'il y en a quelques participants québécois aujourd'hui parmi nous. Et donc, malgré tout, on fait une belle conférence tous ensemble, en même temps. Donc voilà, tout ça, ça fait que on fait plein de choses à distance, puis à des moments donnés, on est obligé de contractualiser, et donc on a besoin de signer à distance. Bon, ça n'empêche pas aussi de signer en face à face électroniquement, comme on le verra également. Alors là, ce que je voudrais souligner, c'est à distance, quand on signe en papier, c'est un petit peu un décalage entre la modernité, la vitesse, l'accélération de tout le business que l'on fait à distance, et puis au moment de signer, on a une sorte de viscosité avec le papier, c'est lent, c'est cher. Si on doit imprimer 250 pages, les envoyer aux franchisés, qu'ils les signent, les paragraphes, qu'ils en renvoient, les 250. Après, on les renvoie l'exemplaire contre-signé. C'est cher, mine de rien, ça fait lourd. C'est assez peu fiable. On est obligé de l'envoyer en recommandé, donc c'est encore plus cher. Et puis, c'est un peu has-been. Ça fait vachement 20e siècle, quoi. Il y a le papier qui coûte, l'édifice qui coûte si vous faites des contrats un petit peu soignés. On a des clients comme le laboratoire Bioderma, par exemple, qui fait des contrats qui sont carrément designés et qui étaient à l'époque imprimés comme des plaquettes. Ça avait un gros coup d'éthique. Maintenant, tout ça se fait sur tablette, mais là, il y avait ce coup-là. Les courriers, et puis après, avec le papier, le problème, c'est qu'il faut le rapatrier, le stocker, le classer, se le renvoyer en interne pour peu qu'on ait plusieurs établissements. On fait des erreurs dedans. Des fois, il y a des ratures ou les petits margoulins de signataires, ils changent quelque chose avant de signer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On recommence tout ou on passe dessus. On doit ressaisir aussi derrière. On a des clients qui, avant de passer à Sell & Sign, recevaient des contrats papier et il y avait une ribambelle d'intérimaires, par exemple, qui on prenait le contrat papier et le ressaisissait dans le système d'information en vérifiant que c'était bien standard. Donc tout ça, c'est du temps, de l'argent que l'on perd et que l'on peut, avec la signature électronique, éliminer. Il y a aussi un effet plus psychologique, qui est la phobie administrative. On connaît, il y a eu des cas célèbres. En tout cas, c'est quand même une maladie qui s'étend sur toute la France, voire sans doute jusqu'au Québec. C'est le fait que plus on a des fournisseurs ou des clients qui nous forcent à rentrer dans des process lourds avec des tampons, des paraphes, des signatures et du papier, plus ça nous pèse. Ça nous pèse sur les épaules. Donc ça, c'est quand même un effet qu'on voit, nous, qui est très significatif dans notre activité. Alors, pour éviter tout ça, il y a des pratiques à risque qui se développent de plus en plus. Peut-être que vous faites partie des funambules qui mettent en pratique ces choses-là. Donc, les pratiques à risque, je vais mentionner, c'est simplement, la plus courante, c'est simplement la confirmation par mail. C'est-à-dire, j'envoie un contrat ou une proposition ou un devis par mail, puis mon client me répond OK, c'est bon pour moi, allons-y. Et puis voilà, je pourrais me satisfaire de ça pour engager des ressources. Donc là, évidemment, ça, c'est rare que les gens pensent que c'est valable, mais c'est pas valable. Malgré ce que certains peuvent dire qu'un mail peut être utilisé comme preuve. Enfin, il y a un gros risque de requalification à partir du moment où il est remis en cause par celui dont on estime qu'il est signataire. Donc, tant que tout le monde est d'accord, c'est une bonne preuve. Mais dès qu'il y a un désaccord, ça devient une preuve
extrêmement fragile. Alors après, on se dit, bon, bah, à la place de faire tous ces courriers, là, je vais imprimer le contrat, le parapher, le signer, le scanner et l'envoyer par mail. Ça va plus vite et ça coûte moins cher. Donc là, il est évident que c'est une façon non valable, hein, juridiquement, de faire également. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'original papier et non un exemplaire scanné d'un contrat. Surtout que la dérive de cette pratique-là, c'est ce qu'on appelle la signature scannée. C'est-à-dire que, bah, tiens, là, ça fait 3 fois que j'imprime, je scanne des contrats. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? En fait, ça sert à rien. J'ai déjà un document qui m'arrive dans mon mail, je le renvoie par mail. Alors là, je pourrais avoir la bonne idée qui est signature électronique, mais non, j'ai la mauvaise qui est, ah, bah, je vais prendre ma signature en petit dessin, je scanne ma signature et je la copie-colle partout où je veux sur les documents et je les renvoie. Comme ça, j'ai même pas besoin de les imprimer et de les scanner. Et donc là, on est encore plus en risque. Et puis, il y a des affaires récentes, hein, comme par exemple l'affaire Big Malion, dans laquelle le juge a refusé tout un stock de preuves qui étaient des devis ou des factures qui avaient été signés, soi-disant, par le trésorier de l'UMP à l'époque, et qui n'ont pas été considérés parce que c'était une signature scannée. Et donc, le trésorier dit non, moi, j'ai jamais signé. Il est impossible de savoir si c'est effectivement lui ou pas, puisque c'était un copier-coller. Voilà les pratiques à risque qui, si vous ne les pratiquez pas et que vous êtes encore au papier, tant mieux, vous allez pouvoir passer directement à la signature électronique. Mais si vous utilisez ces pratiques-là, méfiez-vous. Hein, parce qu'il s'agit vraiment d'un risque avéré, c'est-à-dire qu'il est démontré juridiquement, il y a de la jurisprudence, hein, en d'autres termes, qui condamne ces pratiques. Donc, par exemple, pour le mail, un email n'est valable que s'il n'est pas contesté, entre guillemets. Donc ça, c'est une jurisprudence de la Cour de cassation du 30 septembre 2010. Alors évidemment, ça ne fait pas contester, il n'y a pas de litige, hein, donc on n'a pas besoin de contrat. Jurisprudence du scan, un document signé puis scanné n'est pas considéré comme un original électronique. Donc ça, c'est une ordonnance de référé du 9 mars 2011 du tribunal administratif de Toulouse. Ou bien la jurisprudence sur la signature scannée, un document sur lequel est apposée une signature scannée n'est pas suffisant pour authentifier le consentement. Ça, c'est CA. Bon, c'est un tribunal en Outre-mer. Et puis, il y a la fameuse affaire Big Malion. Ça, c'était en 2015, en octobre. Voilà, donc comme ça, le décor est posé. Alors, en fait, ce qu'on voit avec le papier, la signature électronique pas valable, c'est que si on veut être valide, c'est lent. Et si on veut être rapide, c'est pas valable. Donc, il y a le papier qui est valable, mais qui est très lent. Le contrat signé scanné, il est quand même mieux qu'une signature scannée ou un accord par mail, ou pire, un accord téléphonique, mais il est quand même pas très valable. Et puis, voilà, on a une courbe comme ça qui fait soit on est valable, soit on est rapide, mais on n'arrive pas à concilier les deux. Et donc, c'est là que la signature électronique intervient, parce qu'elle permet d'avoir quelque chose qui est aussi rapide que la signature scannée, voire même que l'accord par mail, et aussi valide que le papier. Et donc, nous, avec Selensign, on vous propose une application vraiment extrêmement facile à utiliser, à mettre en œuvre, pour faire signer des documents en signature digitale, que ce soit à distance. Donc là, je prends mon document, je l'envoie par mail, et le client ou le fournisseur, enfin le signataire reçoit un mail dans lequel il y a un lien qui lui permet d'afficher le document dans un espace sécurisé, recevoir un code SMS pour le signer, il le signe avec ce code SMS, et là, il y a des certificats qui sont appliqués qui permettent de rentrer dans le cadre de la loi sur la signature électronique. En face à face, donc là, on va pouvoir très bien avoir des représentants sur le terrain qui, avec leur téléphone ou une tablette, peuvent concevoir un contrat avec un parcours assez interactif pour aider le client à faire des choix, à monter une proposition ou un contrat, et le faire signer avec un stylet directement sur la tablette. Donc là, on va toujours prendre soin de mettre des justificatifs d'identité avec la signature. C'est pas juste la signature elle-même qui est suffisante, mais ensuite on applique des certificats qui permettent de démontrer l'intégrité du document et les conditions dans lesquelles ça a été signé. Et puis il y a aussi pour les business qui s'automatisent en ligne, donc ça peut être le cas certainement dans certaines franchises, surtout la vente d'abonnements en ligne, donc la signature en ligne sur un site web. Où en fait, c'est pas dans la signature à distance, c'est un commercial qui prépare le contrat et qui l'envoie au client pour signature. Dans la signature en ligne, on a un dispositif sur un site web qui permet au signataire de lui-même
comme s'il passait une commande, sauf qu'à la fin, au lieu de payer, il signe. Voilà. Je regarde juste s'il n'y a pas des interruptions, parce que j'ai reçu un message un peu inquiétant. Ça va. Ok. Ce que je vous propose, c'est de faire une démonstration déjà de la signature à distance d'un PDF quelconque. L'avantage, c'est que ça se met en place. C'est-à-dire, si vous me passez la commande, je vous livre tout de suite un système qui vous permet de faire ça. C'est vraiment extrêmement simple. Il n'y a pas d'intégration, de setup à faire. Donc, du coup, pour l'exercice, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris je me suis dit, bah, je vais faire un DIP. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'étais sous le contrôle de Jean-Luc, qui m'a validé un DIP type comme ça. Hein. Là, j'ai pas mis une vraie franchise. C'est des informations qui sont confidentielles, hein, n'est-ce pas Oui, c'est confidentiel, exactement. Voilà, donc du coup, je n'ai pas un vrai. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un modèle type, et puis j'ai appelé FranchiSign, c'est ma franchise. Pour ceux qui veulent faire du sell and sign de partout. Donc, document d'information très contractuel. Donc, vous voyez, je suis dans un traitement de texte, hein, où je peux éditer mon document. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris soin, comme je suis un peu paresseux, j'ai pris soin dans mon traitement de texte de mettre ici, vous voyez, là, j'ai un champ qui correspondra au nom de la personne. J'ai mis un champ ici qui correspond à l'adresse, à la rue, le code postal, la ville. Donc ça va se remplir tout seul. Donc je pourrais évidemment le faire à chaque fois dans le document Word, mais là j'ai mis des champs comme ça, ils vont se remplir tout seuls. Hein, j'ai fait la même chose avec le lieu et la date de la signature, ça va se remplir tout seul. Et puis j'ai intégré des pavés qui vont accueillir les signatures. Donc ça, c'est parce que je suis un peu paresseux. Sinon, je pourrais simplement rédiger mon document tel quel, ne pas mettre de pavé de signature. Et là, c'est Sell and Sign qui ajouterait tout seul des pavés de signature à la fin du document. Et là, si je veux les mettre au début comme ici, je peux les mettre comme ça. Voilà. Donc une fois que j'ai rédigé tout mon document, hein, donc un DIP, c'est la présentation du réseau, du concept, des membres du réseau, du marché, en général en local, etc. Les comptes annuels des exercices, les dépenses, les investissements. Vous voyez, c'est toutes sortes d'informations très confidentielles pour informer le franchisé sur la nature de la franchise dans laquelle il veut s'engager. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais faire Export as PDF. Je vais créer un PDF, ce que j'ai déjà fait avant. Il est là. Donc, si j'ouvre ce PDF, il est prêt, je pourrais l'envoyer pour signature. Donc là, si je connaissais pas Sell and Sign, je l'enverrai par mail à mon franchisé. Lui, il l'imprimerait, il le compléterait, il le signerait, il le mettrait dans une belle enveloppe, il me le renverrait en double exemplaire. Enfin, d'abord, il me le renverrait scanné. Je lui dirais non, désolé, c'est pas pour vous faire de la paperasse, mais enfin, on est obligé d'avoir l'original, et donc il m'enverrait l'original, etc. Du fait que j'ai Sell and Sign, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais aller dans Sell and Sign, et là, la première fois, je me connecte. Donc, quand vous arrivez dans Sell and Sign, vous mettez votre user, votre mot de passe qu'on vous donne quand vous prenez l'abonnement. Et première étape, c'est de choisir le client que vous allez faire signer. Donc, soit vous le retrouvez dans la base, soit vous pouvez le créer. Hein. Vous créez monsieur, madame, prénom, nom, etc. Soit vous pouvez le retrouver quelqu'un qui est déjà dans la base. Je vais mettre mon adresse mail, mon téléphone, hein, pour pouvoir signer à la place de cette personne. Alors, Marilyn Rose, de Kalinda SAS, je crée la fiche. On verra tout à l'heure qu'on peut aussi intégrer ça avec votre CRM ou votre base client, si vous l'avez déjà, de manière à ne pas ressaisir les informations. Alors ensuite, je fais suivant, une fois que j'ai choisi mon client, il dit attention, vous allez modifier la fiche. Ben oui, j'ai changé le numéro, comme ça. Et là, j'arrive sur ma page d'accueil. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure, ce sont des parcours de signature qui permettent de faire des parcours digitaux par rapport à votre métier. Ça, on y reviendra après. Là, je suis en PDF ad hoc, c'est-à-dire je clique là-dessus, je fais une nouvelle transaction, ça c'est l'historique. Et voilà, là, je suis prêt à charger mon document. Donc, vous voyez que c'est juste glisser et déposer le PDF à faire signer. Donc là, je le prends, je le glisse, je le dépose ici, ça devient vert, c'est que c'est bon, hop. Et voilà. Donc là, il m'affiche ce que ça va donner. Donc je vois mon document tel qu'il était dans mon traitement de texte. Ah, en plus, ça m'a rempli Marilyn Rose, l'adresse, la ville, ça c'est pratique, hein, ça me fait gagner du temps.
Surtout si je signe souvent avec les mêmes clients, ou bien que je signe souvent les mêmes documents avec beaucoup de clients différents. En faisant comme ça, je peux en faire signer 10 à 10 clients différents en 2 minutes. Un pari, etc. Là, je vois que j'ai les pavés de signature, tout est prêt. Donc là, en faisant suivant, je vais pouvoir le faire signer à distance. Si je voulais, je sais que je vais rencontrer Madame Rose un peu plus tard, demain, par exemple, je peux rendre disponible hors ligne et là, en synchronisant mon téléphone ou ma tablette, je vais retrouver le contrat et je pourrai lui faire signer quand je la verrai. Hein, donc, on a une appli Sign sur la tablette qui permet de retrouver le contrat si on coche cette case. Alors, on met cette case pour pas télécharger tout le temps tous les contrats puisque ça fait du trafic pour rien sur le réseau. Là, je peux éventuellement mettre des annexes. Hein, donc, par exemple, je peux mettre la pièce d'identité de mon signataire, je peux mettre son cabis ou des choses comme ça, le RIB, si je fais signer un mandat CEPA, donc je peux mettre des annexes à mon document. Et ensuite, je vais pouvoir désigner les signataires. Donc là, par défaut, si j'avais créé le client, j'aurais un seul signataire, qui est le nom de la personne physique qui correspond au représentant légal du client que j'ai créé. Là, comme j'avais déjà fait d'autres tests ou d'autres démos, j'ai déjà d'autres signataires. C'est-à-dire qu'on peut rajouter plusieurs signataires pour le même client. Parfois, c'est nécessaire. Et là, je vais dire qui signe et comment. Donc, vous voyez, j'ai 3 modes de signature. C'est-à-dire, je peux dire, Madame Rose, elle est avec moi, elle est à côté de moi. Je voudrais juste qu'elle signe. Elle reçoit tout de suite un code SMS qu'on va reporter sur le contrat pour le signer tout de suite. Je ne veux pas que ça passe par un mail. On va faire ça. Sinon, je suis sur une tablette, j'ai un écran tactile, donc je veux qu'elle est à côté de moi, elle est en face de moi, je veux qu'elle signe tout de suite, mais avec un stylet. Ou bien, elle n'est pas avec moi, je veux signer à distance, donc je veux lui envoyer le contrat par mail. Je vais choisir ça, je vérifie que j'ai la bonne adresse mail, le bon numéro de téléphone, c'est bon. Donc là, avant de l'envoyer, on me le remontre une dernière fois pour que je sois bien sûr que c'est ça que je vais envoyer pour signature. Je peux éventuellement personnaliser le message qu'elle va recevoir. Donc là, je peux mettre Madame Rose, voici le DIP à signer, etc. Je peux passer en plein écran pour mieux lire, hein, etc. Et là, je peux envoyer. Donc là, c'est Selentine qui va envoyer un mail à Madame Rose pour qu'elle signe. Et là, je reviens ici. Je suis toujours sur Madame Rose. Je peux lui faire signer d'autres choses aussi. Parfois, on fait signer un contrat plus un mandat CEPA. Des choses comme ça. Alors, que voit Madame Rose? On va aller dans son mail. Voilà, elle reçoit un mail. Donc là, en général, c'est le nom de la personne, votre nom, comme envoyeur, expéditeur. Ça s'appelle votre document pour signature. Là, elle voit bonjour Marilyn Rose, ça c'est le nom de votre société. Vous recevez ce message dans le cadre de notre processus de signature électronique, etc. Voici le DIP à signer. Donc, elle peut télécharger les pièces jointes et les justificatifs. J'ai un petit bug d'affichage là sur Gmail aujourd'hui. Voilà. Et puis, elle peut cliquer lire et signer le document. Si elle le rate, c'est qu'il ne faut pas qu'elle ait une franchise d'optique. Et donc là, elle clique sur ce bouton, et ça l'emmène dans un environnement sécurisé dans lequel on va lui afficher le contrat une nouvelle fois. Là, elle voit que c'est bien son nom, etc. Et si elle est OK, elle peut cliquer signer. Et là, quand elle clique signer, on lui ouvre une fenêtre, on lui dit vous allez recevoir un code à message unique, un code à usage unique sur votre numéro de mobile qui est ici. Si je ne l'ai pas reçu, je peux cliquer renvoyez-moi le code à usage unique. Et donc, je vais pouvoir je l'ai reçu. J'en ai reçu 2 du coup. 057233. Vous voyez, bonjour Marilyn, voici le code, etc. Ça, c'est le SMS qu'elle a reçu. Et elle fait signer. Donc là, on va lui dire merci. On lui dit aussi qu'elle peut retrouver tous les contrats qu'elle signe avec votre société sur un portail personnalisé. Donc, nos signataires, enfin vos signataires avec Selentine, automatiquement, on leur ouvre une petite plateforme dans laquelle ils vont retrouver tous les contrats que vous signez avec eux et tous les échanges que vous avez avec eux. Ça, c'est inclus. Donc maintenant, si je retourne, je retourne dans mon bureau de franchiseur, eh bien, je vais pouvoir avoir dans mon tableau de bord, ici, vous voyez, j'ai un tableau de bord où je peux faire le suivi de tout ce qui se passe, toute mon activité contractuelle.
je peux faire le suivi. Donc, par exemple, j'ai des contrats à valider. Je vois que j'ai 3 contrats, j'ai 3 clients qui m'ont signé un contrat que je peux valider. Donc, pour l'instant, seulement le client a signé et je pourrais, moi, contre-signer le contrat. Donc, on voit qu'il y a celui de Madame Rose ici. Je peux aller le regarder. Voilà, donc je retrouve toutes les pièces justificatives qu'on avait mis. Je vois le document. Je vois que Madame Rose a signé. Vous voyez une sorte de petit stempel, là, un petit tampon qui dit signé par Marilyn Rose le 7 juillet. Et donc, si tout est bon pour moi, moi je sais qu'il est cadré. De toute façon, elle n'a pas pu le modifier, faire des ratures, etc. Donc, je ne sais rien. Je peux valider la transaction. Donc là, en fait, ça revient à contre-signer avec la signature électronique de ma société, le document. Donc moi, j'ai pas besoin de mettre un code SMS puisque je suis connecté dans Salensign, on sait qui je suis. Et donc voilà, vous voyez, ça a ajouté ma signature de fournisseur et ça ajoute aussi, ça c'est facultatif, hein, mais on aime bien le mettre, ça ajoute un petit sceau, un sceau du tiers de confiance de Capost pour dire voilà, ça c'est la transaction numéro XYZ qui a été certifiée par de Capost. Hein, c'est pas obligatoire tout ça, mais ça permet de fiabiliser un petit peu le processus vis-à-vis du partenaire. Et là, la cliente, Marilyn Rose, a reçu le contrat contre-signé. Donc, elle reçoit un nouveau mail qui lui dit Alex Mermot vient de valider le processus de signature électronique. La version signée du document est jointe à sa message et elle peut le télécharger et l'archiver ou l'imprimer si ça la chante. Hein. C'est pas interdit, mais c'est pas très utile. Voilà. Et donc, si on ouvre, vous voyez que maintenant qu'il est signé, je peux aussi télécharger moi le document signé. Donc, quand je télécharge un document signé avec Salensign dans Adobe Reader, il va s'ouvrir et là, il va contrôler les signatures. Donc, Adobe Reader, automatiquement, contrôle que les signatures électroniques soient valables. Là, ce n'est pas le cas parce que quand je fais des démos, je ne fais pas des contrats à signature valables juridiquement. Je trouve que ce n'est pas bien. Mais ça me prouve justement qu'il va contrôler. Là, je vois que il me dit attention, on ne connaît pas l'identité de cette personne parce que c'est une démo. C'est pour ça qu'il y a un gros tampon de test aussi ici. Hein. Mais quand je signe en production, j'ai bien sûr toutes les signatures qui sont valables. Je peux vous faire un exemple hein, avec voilà. Bah, tiens, on a fait une assemblée générale l'autre jour. Donc on a fait signer la feuille de présence à tous les associés électroniquement. Donc il y en a beaucoup. Et là, vous voyez, quand je l'ouvre, il vérifie chaque signature. Il vérifie toutes. Donc ça, c'est un logiciel que vous avez probablement déjà. Hein, c'est Adobe Reader, c'est le logiciel standard pour signer pour lire les PDF. Donc, vous voyez que je retrouve la liste de présence de mon assemblée. Et puis ici, ça a été automatiquement ajouté par Salensign, c'est toutes les signatures. Donc on voit les signatures des actionnaires qui étaient dans la salle. Puis il y a des actionnaires qui étaient par téléphone. Donc eux, ils ont signé par téléphone et tout le monde a signé la même feuille de présence. Et là, on voit que cette fois, c'est certifié, que c'est signé et que toutes les signatures sont valides. Et là, je peux aller vérifier le détail de chaque signature. Donc voilà comment on peut signer un document à distance, valable juridiquement. S'il y a des questions, hein, vous avez toujours la section des questions dans GoToWebinar et on prendra les questions à la fin si elles s'avèrent urgentes. Alors, Jean-Luc, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette démonstration? Sur la partie du DIP, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un document qui est extrêmement important et que le fait que tout soit valide juridiquement est extrêmement fondamental. Comme je le disais tout à l'heure, le DIP est un document qui est assez rapidement produit dès qu'il y a un contentieux. Donc, le fait que tout ça soit validé, qu'il y a un tiers de confiance, etc., met quand même de l'huile dans les rouages et de la sérénité dans tout ça. Très important. Merci. Alors justement, on va parler un peu du cadre juridique dans lequel on s'inscrit. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc il faut voir que c'est un cadre juridique qui date de l'an 2000 en fait. Hein, donc on dirait que c'est super moderne, mais ça fait déjà 15 ans qu'on peut faire théoriquement la signature électronique et en pratique, ça fait une dizaine d'années, même plus, que tous les décrets sont sortis, que disons, le système administratif est prêt. Mais la loi d'origine, qui est l'article 13.16 du Code civil, définit qu'une signature électronique doit se réunir pour être valable 3 conditions. Première condition, elle doit permettre l'identification du signataire. Donc on doit pouvoir au moins savoir qui on pense qui a signé. Hein, et si possible même avoir une preuve que c'est lui. Donc là, il y a plusieurs niveaux
d'identification, mais en tout cas, cette identité doit être présente pour éviter que quelqu'un puisse dire « Ah non, c'est pas moi qui ai signé », enfin, qu'on puisse bien vérifier qui est signé. Donc c'est ce que ne permet pas de vérifier, par exemple, la signature scannée ou la signature copier-coller, encore pire, puisqu'on ne sait pas qui a vraiment signé, on sait juste que quelqu'un avait un dessin de sa signature, ce qui est facile à obtenir. Première condition. Deuxième condition, c'est de garantir le lien avec l'acte. Ça veut dire qu'on doit pouvoir prouver que c'est bien ce document-là que le signataire avait sous les yeux quand il a donné son consentement, et pas un autre. Pour éviter de dire « Ah bah oui, moi j'avais bien signé un DIP, mais c'est pas écrit ça, c'est marqué que ça faisait comme ça, et là maintenant ça fait comme ça dans votre document, c'est pas le même DIP. » Pour éviter de « Ah bah oui, j'ai signé quelque chose, c'était pas ça. » Et la troisième condition, c'est de garantir le lien, l'intégrité de l'acte. Donc ça veut dire, ah bah oui, j'ai bien signé un DIP, mais le paragraphe 4 a changé. Donc ça, sur le papier, c'est pour ça que l'on paraphe les pages. Hein, c'est pour pouvoir éviter que quelqu'un puisse interchanger une page par une autre. Comme ça, on les paraphe toutes. Voilà, avec la signature électronique, ces deux dernières conditions vont être remplies par le scellement cryptographique du document, qui fait qu'on va figer cryptographiquement une empreinte du document tel qu'il est au moment de la signature. On va y accoler l'identité du signataire, ce qui permet de répondre sur le lien entre le signataire et l'acte. Et donc, on crée un code cryptographique incassable qui permet de prouver que c'est bien ce signataire qui a signé cet acte à ce moment-là. Donc, c'est comme si on paraphait tous les caractères du document électroniquement. Ça se voit pas. Et si je change une lettre, tout de suite, quand je vais l'ouvrir dans le logiciel Adobe Reader, il va me dire « Il est signé, mais il a été changé depuis que c'est signé, c'est plus valable. » Donc voilà les trois conditions et la façon dont on y répond. Alors pour faire ça, comme vous l'avez vu, ce que l'on fait, c'est qu'on s'appuie sur un partenaire tiers de confiance qui est DocaPost, pour éviter soit de ne pas avoir un tiers de confiance certifié. Donc DocaPost possède toutes les certifications nécessaires en France et en Europe maintenant depuis une semaine. Ça fait une semaine que la signature électronique DocaPost a été étendue à toute l'Europe grâce au nouveau règlement eIDAS qui vient d'être entré en application. Et donc, DocaPost possède toutes ces certifications. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'acteurs américains qui commercialisent en France des solutions de signature électronique américaines qui, en réalité, ne sont pas valables juridiquement en France. Même si Adobe Reader dit que c'est valide, parce que Adobe Reader est un produit américain, il regarde juste si les certificats sont valables techniquement parlant, mais en France, il y a une liste qui est établie par l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information qui dit qui sont les tiers de confiance habilités. Et DocaPost en fait partie. Ils sont que 12, je crois. Donc ces certificats, c'est pas Calinda ou Celentine qui les garantit, c'est DocaPost. Et DocaPost travaille déjà avec un grand nombre de sociétés sur ces sujets-là, hein, dans tous les secteurs. Voilà, c'est un peu le cadre juridique. Si vous voulez plus de détails sur le cadre juridique, hein, c'est vraiment un survol, c'est un peu rébarbatif, on n'est pas à la fac. Mais si vous voulez plus d'informations, nous avons un livre blanc qui est en téléchargement gratuit sur notre site web, sur celentine.com, qui vous permettra d'avoir beaucoup plus d'informations là-dessus, qui a été rédigé avec une avocate qui s'y connaît bien dans le domaine. Alors, les bénéfices commerciaux qu'on constate dans la signature digitale, d'abord, c'est l'accélération. Donc ça, Jean-Luc pourra nous le confirmer et nous l'a déjà dit, mais on a aussi des retours de tous les clients, c'est que voilà, quand j'envoie mon mandat dans l'immobilier, j'envoie mon mandat à quelqu'un qui est à Biarritz, ben, il me le retourne signé dans l'heure. Même des fois, je reste au téléphone avec lui, je dis c'est bon, vous avez reçu le mail, cliquez sur lire et signer, on est bien d'accord avec les termes, là vous recevez un SMS, entrez-le, boum, il signe. C'est comme si la poste allait très très vite et qu'il y avait une téléportation de courrier pour amener le mandat sur la table. Et donc le client est content aussi parce qu'en plus, il va pouvoir être servi plus rapidement. Donc une amélioration du closing et aussi un pilotage amont-aval. Je vais peut-être profiter pour montrer un peu dans le back-office que ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs bannettes à contrat. Donc les contrats à valider, c'est ceux qui attendent votre signature, mais vous avez aussi les contrats en cours. Donc ça, c'est les contrats en cours, c'est les contrats que mes commerciaux ont commencé à établir ou ont déjà envoyé pour signature, mais que le client n'a pas encore signé ou même qui n'ont pas encore été envoyés pour signature. Donc j'ai une vision en fait sur ce qui est en train d'être préparé comme contrat. Du coup, en réduisant l'effort d'achat, on augmente les ventes.
on fluidifie la transaction, donc ça peut augmenter les ventes. Et puis, on a un retour très fort sur l'image que ça véhicule, c'est-à-dire que l'entreprise va se retrouver avec une image de modernité et aussi avec une image de je suis pas là pour vous mettre des complications, moi je vous fais gagner du temps. Donc ça, c'est un retour que l'on a beaucoup. Après, côté administratif financier, c'est énorme gain de temps pour faire signer, mais aussi en traitement administratif. Économie, on l'a vu. Réduction de risque, moins d'erreurs, moins de ratures, une meilleure maîtrise juridique de ce qu'il y a dans les contrats. Parce que sur papier, à la limite, il faudrait tout relire pour être sûr que le client il n'a pas refait une page qu'il a arraché ensuite. Hein. Il faudrait tout relire avant qu'on soit signé normalement. On le fait pas, mais bon. Et on facture plus rapidement, donc il y a un gain de BFR. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire en général, tout secteur confondu. Et là, je me tourne vers Jean-Luc pour dire, pour Proxiform, qu'est-ce que ça vous apporte comme bénéfice précis? Alors, comme je disais tout à l'heure, la franchise est un monde extrêmement juridique et tout est soumis à ce qu'on appelle la loi Doubin. Donc, c'est un ministre de l'économie ou du commerce, je crois du commerce dans les années 1989. Et donc, c'est lui qui a créé le DIP. C'est lui qui a créé le DIP. Donc, l'intérêt de la solution Sell & Sign, c'est qu'elle est conforme à toutes les obligations d'un franchiseur. Donc ça, c'est très important parce que sinon, par définition, on ne peut pas utiliser cette solution-là. Donc clairement. Deuxièmement, le fait qu'il y ait un coffre-fort électronique permet, évidemment, le franchisé, lui, il est certain que le document qu'on a signé qu'il a signé avec moi et le contrat qu'il retrouvera dans 7 ans quand il aura fini son premier contrat. Et il n'y a pas de doute dans sa tête que c'est le bon contrat qu'on a signé ensemble. Voilà. Alors, gain de temps, simplicité, hein, Alexandre l'a bien dit, c'est une évidence. Aller à la poste, faire l'accusé de réception, re-signer, parapher les 125 pages, etc. Bon, il n'y a pas besoin de comprendre, enfin, il n'y a pas besoin de longs débats pour expliquer que quand on est chef d'entreprise, franchiseur ou franchisé, on a vraiment d'autres soucis que de passer du temps à parapher un document de 125 pages. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc, gain de temps non négligeable. Réactivité. Alors, j'ai un exemple concret. Il y a 3 semaines, un mois, j'ai eu à signer un contrat très rapidement parce que la banque voulait débloquer les fonds pour un de mes franchisés. Ma franchisée m'a appelé en disant il faut vite signer le contrat. En 30 minutes, le contrat a été signé, la banquière avait le contrat en main avec le tiers de confiance, etc. Donc tout ça a été très, très bien, rapide, etc. Voilà. Si même une banque a accéléré avec ça, voilà. Donc, c'est une bonne preuve. Hein. Et du coup, c'est extrêmement, voilà, c'est simple. Une fois de plus, on évite de perdre du temps parce que voilà, on n'a pas le temps de perdre de temps. Réduction des coûts, voilà, parce qu'une cartouche d'encre, ça coûte. L'impression, les coûts de poste, voilà, on s'embête pas, les coûts sont réduits voilà. Moi, comme franchiseur, je trouve tout à fait mon compte, à la fois en opérationnel, en productivité, en production et en voilà. Excellent. Et vos clients, qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, mes clients, ce sont mes franchisés, du coup. Et ce qui est séduisant au global, c'est que l'intérêt que moi j'y vois de sécurité, eux le retrouvent aussi, c'est-à-dire qu'ils sont certains qu'une fois de plus, le document que je leur ai envoyé, c'est le bon. L'aspect rapidité, modernité, pour eux, c'est quelque chose de très important parce que le monde de la franchise est un monde où on a l'impression que c'est un monde peut-être de boulanger, de restaurateur, etc. C'est un monde un petit peu pas trop forcément trop dynamique. Là, c'est moderne. C'est moderne, c'est rapide, c'est informatique. On a une tablette. C'est assez proche de ce qu'on fait quand on fait une opération bancaire, quand on achète son billet de SNCF par Internet. Voilà, on est dans les mêmes logiques. Et puis, il y a un élément intéressant, c'est l'éco-responsabilité, parce que moi, j'estime aujourd'hui qu'on n'est pas obligé de péter la planète pour signer des contrats, etc. Donc, le fait que tout ça soit dématérialisé, c'est quand même sacrément important. Voilà. Super, merci. Bon, donc là, j'avais mis une citation de vous, mais on a tout entendu.
Je voulais mentionner juste un autre cas d'application qui est donc la signature en ligne. Hein, je l'ai déjà mentionné, mais l'idée c'est que sur votre site web, vous pouvez mettre un parcours de signature Sell & Sign que les internautes peuvent eux-mêmes remplir et se signer tout seuls. On a un client, on a un témoignage sur notre site web sur le même format que celui d'aujourd'hui de ce client qui est Totem Mobi qui loue des voitures électriques à l'heure et qui a quadruplé ses ventes d'abonnements en mettant Sell & Sign en ligne. Ça c'est un bon résultat. Hein. Et puis il y a la signature sur tablette avec notre client laboratoire Bioderma qui a éliminé les erreurs, les ratures et les ressaisies de contrats. Ils signent 20 000 contrats par an quand même sur le terrain dans toutes les pharmacies. Donc ils ont des commerciaux et des délégués pharmaceutiques qui visitent les pharmacies avec des tablettes maintenant, qui leur font signer plusieurs contrats sur tablette à chaque fois. Donc là, je vais juste vous montrer un petit exemple d'un parcours de signature sur une tablette. Donc toujours la même chose, hein. Mettons que je rencontre ma fameuse Madame Rose. Là, je suis sur une tablette cette fois. Donc, ça marche sans réseau aussi. Là, évidemment, je suis en ligne pour vous montrer, mais ça marche sans réseau. C'est-à-dire que je peux déconnecter ma tablette quand je veux voir un client. Et le soir, je reconnecte et toutes mes signatures vont être scellées à ce moment-là. Donc, prenons par exemple ce que tout le monde connaît, un mandat de vente immobilier. Donc là, l'idée sur la tablette, plutôt que d'avoir un PDF, j'ai pas de traitement de texte sur la tablette en général. Je vais pas faire moi-même le document. Donc, soit je le transfère, comme on l'a vu tout à l'heure, soit je vais utiliser un parcours de signature en ligne. C'est-à-dire qu'on a pris votre contrat type, si vous signez tout le temps le même, et puis on a fait un parcours pour que ce soit facile pour vos commerciaux de vendre ça à leurs clients et de générer le contrat et de le signer. Par exemple, pour un mandat, on va mettre le numéro de mandat à la date du mandat, qui est la date du jour automatiquement. Ensuite, est-ce qu'il y a un mandant, deux mandants, hein, s'il y a monsieur et madame ou juste madame. Donc, tout ça va être géré parfaitement bien. Faut dire qui sont les mandants. Je vais en mettre qu'un seul. Je peux aussi mettre sa pièce d'identité du coup. Donc vous voyez que la photo, là, je peux la mettre directement depuis ici. Voilà. Elle vient se mettre dans un petit dossier. Donc on va construire un dossier avec tous les justificatifs, hein, carte d'identité du mandant 1, carte d'identité du mandant 2, etc. Après on fait suivant. Alors qu'est-ce que c'est comme bien? Un appartement, etc. Le prix. Donc là aussi, on peut facilement se tromper, parce qu'il faut mettre le prix en chiffres, le prix en lettres. Donc là, c'est la machine qui va construire le prix en lettres à partir du prix en chiffres. On va pas perdre du temps. On l'a estimé aujourd'hui, on va dire qu'il vaut entre 110 000 et 140 000. Non, pas 1 400 000. Il est libre. On pourrait dire qu'il est loué. Donc là, du coup, on me demanderait d'annexer l'état locatif. Vous voyez, c'est un parcours qui a été conçu pour un métier donné. Ça coûte pas très cher à faire et après vous pouvez le dérouler des milliers de fois. Vous pouvez avoir des centaines de personnes dans votre réseau qui vont faire le même parcours et vous avez tous vos contrats qui remontent dans votre beau tableau de bord. C'est facile. Donc voilà, hein, vous connaissez le principe, je vais pas aller dans le détail. Durée du mandat, donc là aussi, hein, dans le mandat, il y a la durée et il y a la date de fin pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, donc on va faire le calcul automatiquement. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un litige et puis qu'il y a marqué 12 mois et puis c'est trompé dans le calcul? On va embêter. Voilà, on va dire qu'elle rapporte 8 000 €, de vendre ce bien. Le mesurage, ouais, il y a des trucs rébarbatifs, mais ils sont quand même moins rébarbatifs comme ça que sur un vieux papier. Alors, est-ce qu'on les vidéos, les photos, voilà, vous voyez, on peut tout gérer. Diffusion via de la publicité, dans quelle publication, on peut tout gérer comme ça. Toutes les prestations. Et à la fin, on va choisir le signataire et le mode de signature. Là, je vais dire qu'elle signe sur tablette. Et on va automatiquement avoir un contrat qui est généré à partir d'un contrat type. Et donc, il est rempli avec toutes les données qu'on a saisies, les prix, les options qu'on a cochées, etc. Donc, on va remplir à partir d'un contrat type, un contrat à la volée. Mais du coup, le contrat, il est juste là pour recueillir l'assentiment du client, mais toute la donnée, vous pouvez l'exploiter. Le prix de vente, vous pouvez le mettre automatiquement dans vos systèmes de gestion. C'est un chiffre qu'on a bien mémorisé, il n'est pas seulement dans le document. Donc là, la cliente va signer sur la tablette. Comme on a sa pièce d'identité, c'est parfait. Et voilà. Et là, je peux lui faire signer autre chose. Tiens, un état des lieux pendant qu'on y est. Et ainsi de suite. Voilà, je voulais montrer ça. Ça, c'est la signature en face à face, mais aussi, c'est le parcours de signature, parce que je peux très bien avoir un parcours de signature pour faire signer les clients à distance. Si je fais signer tout le temps les mêmes contrats,
Pourquoi j'irais à chaque fois le faire dans Word et risquer de me tromper de version, de faire des erreurs. Après, je disais 15 commerciaux, il faut que je leur envoie toujours le dernier contrat sinon ils vont se tromper. Enfin, bon, on prend beaucoup de risques inutiles. Avec un parcours de signature, dès que je change le contrat, tous mes commerciaux ont le dernier contrat. Et même si j'ai des revendeurs, des courtiers, un réseau, ils auront toujours le même contrat. Et moi, j'ai tous mes contrats signés qui remontent au siège. Tranquille. Nous, on est sur le Vieux-Port de Marseille, hein, notre siège. Voilà. C'était pour vous montrer un peu cette partie-là, puisque dans certains métiers, ça peut être très utile. Alors, on va terminer pour pouvoir prendre les questions, mais avant, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il n'y a que nous sur le marché, ou bien est-ce qu'il y en a d'autres, et comment avez-vous choisi Talentine? Alors, donc, moi, j'ai mis un certain nombre de mois et d'années, hein, quasiment 2 ans pour trouver une solution dématérialisée. Il en existe naturellement d'autres, et notamment dans le monde de la franchise, celui qu'on appelle DEP électronique, qui est bien connu du monde de la franchise. Alors, au-delà d'un aspect coût qui est quand même pas négligeable, il y a une chose qui était importante pour moi, c'était que le DIP électronique, comme son nom l'indique, n'est dédié qu'au DIP, alors que moi, j'avais d'autres types de contrats ou d'autres types de documents à pouvoir utiliser avec Sell & Sign, le contrat de réservation, le contrat de franchise, voire, comme disait Alexandre tout à l'heure, l'utiliser pour faire des assemblées générales, des choses comme ça. Ce que ne permet pas le DIP électronique, comme son nom l'indique. Donc, ces solutions naturelles, finalement, je les ai assez vite éliminées. Et puis, le temps que je trouve Sell & Sign, j'ai pris un peu de temps. C'est nous qui avons mal fait le boulot, alors. Je ne sais pas. Mais une fois que j'ai eu connaissance de cette solution, j'ai assez rapidement été mis en relation avec un commercial, une démonstration très simple et très rapide, et puis en 2 jours, l'affaire était claire, était réglée à mon niveau. Et en plus, avec des bons résultats. Avec des bons résultats. 6 mois presque. Voilà, exactement. Sachant que, comme je le disais, je ne l'ai pas dit, mais je le préconise aussi, donc je l'utilise pour Proxiform, mais je le préconise également pour mes clients franchiseurs aussi. Eh ouais, c'est l'avantage du modèle. Hein, tout ce qui marche sur votre franchise, vous pouvez conseiller à vos franchiseurs. Exactement. Bon, je voulais mentionner, parce qu'il y a quelques informaticiens parmi nous, et je voulais mentionner le fait que donc on pouvait intégrer ça avec la CRM pour synchroniser la base client automatiquement. On peut intégrer ça avec la base de gestion, les systèmes de gestion. C'est surtout ça pour que après, une fois que les contrats sont signés, injecter les chiffres qui sont dans les contrats automatiquement dans le système de gestion pour éviter qu'il y ait de la ressaisie ou des bidouilles. La GED aussi, donc, comme l'a dit Jean-Luc, puisque j'ai oublié de le dire, dans chaque transaction, nous fournissons aussi un archivage légal, pareil chez le tiers de confiance, des contrats. Ça veut dire qu'en plus de la copie que vous avez, de la copie que peut avoir votre client, nous, on va garder une copie, enfin, DocaPost va garder une copie qui sera officielle et selon des normes d'archivage légal. Mais vous pouvez aussi exporter automatiquement tous les contrats dans une JET si vous en avez une. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir utiliser toute cette data, toute cette donnée que l'on collecte avec tous ces contrats qui sont signés sur le terrain, de l'utiliser pour alimenter des tableaux de bord, par exemple pour la direction commerciale. Voilà. Bon, en gros, un comparatif des solutions disponibles. Le papier, ça permet de rien obtenir comme bénéfice. Bon, souvent, nos concurrents, c'est pas très gentil, mais on n'est pas là pour être gentil avec nos concurrents non plus. On appelle ça un peu des solutions de e-paperasse. C'est-à-dire que la logique, c'est bon, vu que le client est habitué au papier, on va lui faire un papier sur un écran et ça va lui convenir. Alors, c'est pas mal, ça permet quand même de signer à distance et donc de gagner du temps, de faire des économies, de réduire le BFR parce qu'on gagne du temps. Par contre, en termes d'image, c'est pas terrible, c'est pas vendeur. On peut pas faire des parcours de signature comme je viens de vous le montrer. Hein, c'est toujours en gros un formulaire qu'on remplit dans un papier, quoi. Sauf que le papier il est sur un écran. Donc c'est pas tout à fait les mêmes bénéfices. Le DIP électronique c'est bien, mais que pour le DIP. Donc c'est dommage, vous venez de le dire. Et puis Sell & Sign qui très modestement permet de répondre à toutes les contraintes. Et en termes de mise en œuvre, le papier c'est rapide, mais c'est pas terrible. La solution de e-paperasse, c'est bien, mais comme ça répond pas au reste, c'est pas terrible. Le DIP électronique, visiblement, c'est cher. Et Sell & Sign, en plus, c'est rapide, pas cher, et surtout, c'est pérenne. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle version d'iPad, une nouvelle version d'Android, on va mettre à jour les versions, etc. Il n'y a pas de problème. Alors là, tout le monde se dit, mais combien coûte Sell & Sign? Donc ça, c'est disponible sur notre site web. Hein, c'est transparent, donc vous pouvez aller voir.
Sinon, vous pouvez aussi appeler Alexandre Rouzotte, qui se fera un plaisir de faire comme avec Jean-Luc, une démo, et de vous proposer la solution qui n'est pas chère. Donc là, je voudrais d'abord remercier Jean-Luc une première fois, je le referai une deuxième fois dans 5 minutes, et prendre les questions. Si vous en avez, c'est le moment, posez vos questions dans l'interface, et puis j'espère que Jean-Luc pourra vous répondre, ou moi-même, parce que profitez-en, c'est un expert, et il y a même des gens qui le payent, j'imagine, à sa juste valeur pour donner des conseils. Donc là, on vous l'a mis devant vous gratuitement. Alors j'ai une première question. Comment garantir l'identité des correspondants au travers d'une adresse email? Très bonne question. Donc, alors, si vous avez vu la démonstration, en fait, ce que l'on fait, qui est assez classique, ça se fait aussi pour les virements bancaires, etc., c'est qu'en plus de l'adresse email, on envoie ce code SMS sur le mobile du signataire. Donc ça permet quand même d'avoir 2 facteurs d'authentification de la personne, son adresse mail plus son mobile. Nous, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on force le fait que ce soit vous, celui qui préparait le contrat, qui indiquait le numéro de mobile du signataire. Parce qu'il faut que vous le collectiez par ailleurs et que vous sachiez que c'est le bon. Hein, il y a d'autres solutions qui permettent au signataire de mettre lui-même son mobile et après de signer. Mais là, si je suis n'importe qui, je peux mettre mon mobile et signer à la place de l'autre. Donc, on permet aussi de faire ça, parce qu'il y a certains cas où ça se justifie. Mais par défaut, nous, on préfère conseiller à nos clients de faire en sorte que ce soit le commercial qui doive mettre l'adresse mail et le mobile du signataire et que ce soit pas le signataire lui-même. Donc voilà, donc du coup, ça permet donc d'avoir une trace de… Le tiers de confiance va mettre dans le dossier de preuve qui va être scellé et archivé qu'il a envoyé un code qu'il a généré à ce moment-là sur ce numéro de mobile-là et que ce code a été ressaisi sur un écran sur lequel il y avait aussi le contrat. Et ce code, il est valable que quelques minutes. Hein, donc ça permet en fait d'avoir une bonne validation. Et comme on peut difficilement avoir un abonnement de mobile sans avoir signé un contrat avec un opérateur qui nous permet de nous identifier, hein, parce que il y a des problèmes avec la police, qui doit savoir qui est derrière chaque téléphone. Donc, c'est une assez bonne méthode d'identification. On propose aussi en option, par exemple, dans le cas de l'assurance, de l'identification en face à face par un agent assermenté. C'est-à-dire que nous, on peut faire en sorte qu'il y ait un agent assermenté qui se présente chez vous, qui vérifie votre identité, qui vérifie de visu, il n'y a pas de procuration possible, et qu'à partir de là, on va en fait en faire une identité qui va pouvoir être utilisée pour signer derrière. Mais ça, c'est plus coûteux, c'est pour des contrats très critiques, par exemple des assurances décès. Il ne faut pas que madame puisse faire le contrat à la place de monsieur avec son téléphone. Au cas où monsieur viendrait à tomber dans l'escalier le lendemain, comme par hasard. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question tout à fait pertinente. Alors, quelqu'un qui parle technique. Donc, l'identification de la personne dans votre solution est d'un niveau relativement faible, pas de signature RGS 2 étoiles. Alors là, je vais devoir rentrer dans des thématiques un peu plus techniques. Donc, ce qu'on appelle la signature RGS 2 étoiles, c'est en fait un certain niveau de qualification des certificats qu'on utilise pour la signature électronique. Donc, RGS, c'est le registre… ah mince. Bon, j'ai oublié ce que ça veut dire, mais enfin, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information qui avait défini une nomenclature à base de RGS 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Donc, c'est principalement utilisé pour tout ce qui est réponse à des appels d'offres, puisqu'il y avait une réglementation qui obligeait de signer l'appel d'offres avec un certificat au nom de la société qui répond à l'appel d'offres, et que ce certificat devait être de niveau RGS 2 étoiles. Donc là, ce que vous avez bien compris, c'est que nous, dans les exemples qu'on a montrés, on est tout à fait capable, si vous avez une clé USB avec un certificat GS 2 étoiles, vous mettez votre clé USB et vous signez avec ça. Le seul problème, c'est que personne n'a ça. Donc ça n'arrive pratiquement jamais. Mais si vous l'aviez, on pourrait faire ça. Et donc là, on irait déposer directement le certificat RGS 2 étoiles qui est sur la clé USB sur le contrat. Hein, c'est tout à fait possible. Ce que l'on fait à la place, c'est qu'on fait une signature déléguée, c'est-à-dire que là, on va identifier la personne par les moyens que l'on a vus ou d'autres, donc soit par le code SMS sur mobile, soit par une photo de la pièce d'identité ou une photo de la personne si on est en face à face, plus sa signature manuscrite, soit carrément par l'agent assermenté qui vient identifier la personne. Et ensuite, on va créer un dossier qui décrit toutes les preuves que l'on a de la personne que c'est, donc le numéro de mobile, l'heure exacte, l'adresse IP, tous ces éléments-là, si on est à distance. On crée un dossier et c'est ce dossier-là qui va être intégré dans le chemin de preuve et on va signer le contrat avec un certificat RGS 2 étoiles, mais qui est au nom du tiers de confiance. Donc en fait, en réalité, on a effectivement
un certificat qualifié dans le document, sauf qu'il n'est pas directement nominatif au signataire, il est délégué. Il est nominatif au tiers de confiance et le tiers de confiance apporte ses preuves et prouve, ce qu'on appelle une politique de gestion des preuves, où il s'engage sur la façon dont il collecte les preuves qu'il ensuite va certifier avec un certificat qualifié. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, si je veux répondre en version courte à votre question, 1, vous pouvez signer avec un certificat RGS 12 étoiles si vous en avez un, excellent sign. 2, on applique de fait des certificats qualifiés, mais qui sont au nom du tiers de confiance qui, lui, signe le dossier qu'il a constitué selon une règle bien précise de l'identité du signataire pour ceux qui n'ont pas, comme c'est le cas de la majorité d'entre nous, de clé USB avec un certificat qualifié. Bon, pour ceux qui n'ont rien compris, c'est pas grave. Lisez notre livre blanc sur la signature électronique. Et puis pour monsieur qui m'a posé la question, j'espère que j'ai pu être clair. Je ne sais pas si c'est le cas. Sinon, posez une autre question. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde un petit peu. Oui, voilà. Donc, quelles sont les plateformes supportées? Alors, là, ce qu'on a vu dans la démo, c'est du web. Donc là, en web, on supporte tous les navigateurs récents, à savoir Internet Explorer. Donc, Internet Explorer au minimum 11, pour si vous avez un parcours de signature, comme ce qu'on a vu avec l'immobilier, là. 9, version 9 est suffisante si vous faites juste du signature de PDF que vous générez vous-même. Puis après, pour tout ce qui est Firefox, Chrome, Safari, ça marche avec les versions récentes sans problème. Pour ce qui est des applications mobiles, hein, pour faire la signature sans réseau et en face à face, là on supporte iOS 9.2, je crois, donc iPad, iPhone récent, Android 5.0 et plus, sauf erreur, et Windows 8.1 et plus. Donc Windows, vous pouvez utiliser la version web si vous avez du réseau, mais avec la nouvelle version de Windows, on peut aussi installer des apps. Donc là, on a une app Windows 8.1 et plus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, y a-t-il d'autres questions? De toute façon, on a un peu dépassé le temps là, donc je vais devoir, s'il y a des questions, je vais devoir vous répondre offline plus tard, parce qu'on a comme engagement de jamais trop vous faire vous dépasser le temps que vous nous avez accordé. Donc merci beaucoup d'abord à tous les participants de s'être connectés aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous présenter le témoignage de Jean-Luc Fumet de Proxiform et Avenir Franchise. Merci Jean-Luc beaucoup du temps que vous avez accordé. De rien, Alexandre, merci à vous. Vraiment très appréciable d'avoir des retours concrets, vécus. Ça fait plaisir à toute l'équipe et puis je pense que c'est utile pour tous les participants. Et on mettra en ligne l'enregistrement de ce webinaire dans la semaine qui vient là, je pense. Donc vous pourrez, si vous avez besoin de le revoir ou de le transmettre, vous pourrez le faire. Et voilà, on reste à votre disposition. Vous avez les coordonnées sur l'écran et j'espère que nous aurons bientôt l'occasion de parler plus en détail de vos projets. Merci à tous, bonne fin de journée et à bientôt.